Essayez de voir au-delà des violences, tenter de comprendre les fils de la crise vénézuélienne. Merci Maurice Lemoine d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine. D'abord, comment vous expliquez cette crise politique aujourd'hui au Venezuela? Alors cette crise, elle n'est jamais que la continuation de la polarisation du pays depuis l'arrivée au pouvoir du président Hugo Chavez en fin 1998. Bon. L'une des clés pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que l'élection du président Maduro, après la mort de Chavez, n'a pas été, en 2013, n'a pas été acceptée par l'opposition. Et pour aller très très vite, puisque le temps nous est limité, l'opposition a gagné les élections législatives de décembre 2015, et la première chose qu'elle a annoncée début 2016, lorsqu'elle a pris le pouvoir à l'Assemblée nationale, c'est « nous nous donnons 6 mois pour renverser Maduro ». Et de là naît un conflit extrêmement dur, extrêmement violent entre l'exécutif et le législatif, qui vient de dériver sur, depuis maintenant 3 mois, un peu plus de 3 mois, sur une crise que moi je qualifie de violence insurrectionnelle qui a fait de l'ordre de 125 morts. Pour vous, aujourd'hui, il s'agit d'une déstabilisation, clairement, par l'opposition ? Il s'agit effectivement d'une tentative de déstabilisation d'une partie de l'opposition. Il faut évidemment toujours être prudent. Par exemple, si je parle de la droite, il y a une droite suisse, une droite belge, une droite française qui sont parfaitement respectables. Le problème du Venezuela, la difficulté, c'est qu'on a une alliance de la droite et de l'extrême droite. Et par exemple, lorsqu'on nous parle de la situation économique du Venezuela, qui est extrêmement difficile en ce moment, on nous l'explique par la chute des prix des produits pétroliers. On dit justement que Nicolas Maduro a été affaibli par cette crise pétrolière avec moins de revenus du pétrole. Il faut dire aussi que le Venezuela, c'est un des principaux exportateurs de pétrole au monde. C'est la plus grosse réserve mondiale de pétrole. Alors vous avez raison lorsque le gouvernement vénézuélien, Maduro, a été affaibli par la chute des prix du pétrole. Mais les prix du pétrole, ils descendent de $150 le baril au pic le plus haut, à 26-27 $ le baril en 2015 ou 2016, si je ne me trompe pas. Or, on oublie que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, en 1999, le pétrole était à 7 $ le baril. Et à l'époque, il n'y avait pas de queue devant les supermarchés, il n'y avait pas de queue devant les magasins. Donc, il y a un truc... Des images que l'on voit très régulièrement aujourd'hui. Et là, je vous renvoie, mais vous êtes jeune, vous êtes plus jeune que moi, à ce qui s'est passé au Chili dans les années 70. Avec la destitution de Salvador Allende. Le coup d'État contre Salvador Allende a été précédé d'une déstabilisation économique. Et on est, alors je sais que c'est une thèse qui n'est pas admise par l'ensemble des médias, on est dans une opération de déstabilisation économique du Venezuela. Et qui est à la manœuvre derrière cette déstabilisation selon vous? Alors il y a beaucoup de monde. Il y a évidemment la droite vénézuélienne. Pour des raisons... De quelle manière? Est-ce qu'on a des preuves justement de cette déstabilisation économique? Bien sûr. Alors je vous donne 2 chiffres. Je sais que ça ne se fait pas à la télévision, mais j'ai des petites fiches. Vous allez me permettre, ça va être très très vite. Ça fait pas mal. C'est comme une piqûre. L'État vénézuélien importe 95% des devises qui sont dans le pays, parce que c'est lui qui exporte le pétrole. Le secteur privé n'exporte rien, donc ne rapporte rien en termes de devises au pays. Donc les firmes demandent au gouvernement, changent leur bolivar contre des dollars. En 2004, l'industrie pharmaceutique, puisqu'on nous dit qu'il n'y a plus de médicaments au Venezuela, ce qui est vrai. L'industrie pharmaceutique a reçu 608 millions de dollars pour importer des médicaments. Il n'y avait pas de crise. Tout le monde pouvait se soigner normalement. En 2013, 3,2 milliards, 5 fois plus. Il n'y a plus de médicaments. En 2014, 2,4 milliards, il n'y a plus de médicaments. Ça prouve qu'il y a... là, c'est des chiffres. Alors, je peux multiplier les chiffres sur l'importation d'aliments, sur l'importation d'un certain nombre de produits essentiels, en particulier les biens de première nécessité, le savon, la crème à raser, etc. Et on se rend compte qu'en réalité, ce qui se passe au Venezuela, c'est un sabotage des réseaux de distribution. C'est-à-dire que Mais qui a la main sur ces réseaux de distribution? Alors, c'est le secteur privé, très clairement. Très clairement, parce que Et qui serait proche donc de cette opposition? Je veux dire, c'est une opposition idéologique entre, un courant qu'on va appeler néolibéral, qui ne supporte pas la mainmise de l'État, ou en tout cas la présence de l'État dans l'activité économique du pays. Je veux dire, là, on est dans un conflit purement idéologique. Les Vénézuéliens dont on nous dit qu'ils meurent de faim, ils ne meurent pas de faim, les Vénézuéliens. Simplement, les difficultés pour eux se sont considérablement accrues parce que ce qu'ils trouvent habituellement dans un supermarché, quand vous faites vos courses tous les jours, ils ne le trouvent plus. Et ils vont le trouver au marché noir 10 fois plus cher. De sorte que ça leur pourrit la vie. Littéralement. Il y a justement ce sondage qui est paru en septembre 2016, qui a été beaucoup repris dans les médias occidentaux, de l'Institut Véné Barométro, qui estime que 7 Vénézuéliens sur 10 voteraient pour le départ aujourd'hui de Nicolas Maduro. Oui, mais ça, je vous renvoie à une période qui est beaucoup plus proche, qui est celle de 2004, lorsque le président Chavez s'est soumis à un référendum révocatoire.
L'ensemble des médias vénézuéliens, mais également des médias, on va appeler ça occidentaux, européens, on l'appelle comme on veut, nous racontaient que 70% des Vénézuéliens voulaient le départ de Chavez. Et il gagne le référendum révocatoire avec, si je me souviens bien, 60% des voix. Il faudrait vérifier les chiffres. Donc, pour le coup, pour les sondages, permettez-moi de regarder ça avec une extrême prudence. Alors, on va parler également d'un ennemi tout désigné pour Nicolas Maduro. On ne les a pas encore évoqués, ce sont les États-Unis. Et on va l'écouter justement. C'était il y a quelques jours. Hein. Écoutons le président vénézuélien. Nous allons vaincre la menace militaire de l'impérialisme américain et la souveraineté, l'intégrité et la paix de la République vont triompher au Venezuela. Nous devons nous préparer afin que personne n'ose toucher la terre sacrée du Venezuela. La terre du Venezuela est sacrée et ne doit jamais être foulée par la botte du Yankee américain. Maurice Lemoine, est-ce que pour vous aussi, l'ennemi principal du Venezuela, ce sont les États-Unis aujourd'hui? Écoutez, je ne veux pas présenter les choses de manière caricaturale, vous me tendez un piège. C'est un peu caricatural ce qu'on entend quand même, malgré tout, de la part de Nicolas Maduro, dans les termes. C'est aussi une manière aussi de ne pas avoir ses propres erreurs. C'est très intéressant de la conversation qu'on a, parce qu'en réalité, j'ai le sentiment qu'on traite les États-Unis, Donald Trump, de façon différente selon qu'il parle de la Corée du Nord, selon qu'il parle de ce qui s'est passé à Charlottesville et selon qu'il parle du Venezuela. Je rappelle d'abord que Barack Obama lui-même, à la fin 2015, a fait passer un décret ahurissant donnant le Venezuela comme une menace exceptionnelle pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui n'a strictement aucun sens entre nous, et puis que le président Trump, il y a quelques jours, vient d'annoncer qu'il n'écartait pas l'option militaire pour le Venezuela. Dans ces conditions, connaissant l'histoire latino-américaine et les contentieux qu'il y a entre l'Amérique latine et les États-Unis, on peut parfaitement comprendre la réaction du président Maduro. C'est pas moi qui dis que les États-Unis sont les ennemis du Venezuela, c'est le président Trump lui-même qui annonce qu'il n'écarte pas l'agression militaire. Parmi les critiques du régime Maduro, il y a aussi la question des prisonniers politiques. Hein. L'ONG Foro Penal estime qu'ils sont 676 depuis le début des manifestations en avril. Est-ce que la parole est libre au Venezuela aujourd'hui? Alors ça, c'est une chose qui s'est répandue. La liberté d'expression serait bafouée au Venezuela. Je suis journaliste, je ne suis pas magicien, mais je vais vous faire un tour de magie. Abracadabra, Prest, disparu, réapparaît. J'ai ici l'ensemble des médias que j'ai rapportés de mon dernier séjour en juin. Talqual, médias d'opposition, Maduro, déjà je ne sais plus combien de morts. CETA, El Universal. Je veux dire... Mais la question, par exemple, de Leopoldo López, qui est incarcéré pour 14 ans. Est incarcéré pour 14 ans parce qu'en 2014, dans une période qui ressemblait beaucoup à ce qui se passe en ce moment, il a appelé aux manifestations qui ont fait à l'époque 43 morts et 800 blessés. Je précise une chose, c'est que, et vous vous rendez bien compte que je suis en décalage par rapport à ce qui se dit actuellement sur le Venezuela. Hein, bon. Sans tomber dans le manichéisme, il y a deux manières de présenter la crise vénézuélienne. La première, c'est celle qu'on nous offre, qui est les répressions des manifestations au Venezuela ont fait 125 morts. Mais on ne peut pas nier malgré tout. J'y reviens. La deuxième, qui serait la version honnête de mon point de vue, c'est la crise, la vague de violence au Venezuela a fait 125 morts. Parce que dans les 125 morts, ce ne sont pas tous des victimes des forces de Maduro. Vous avez 11 gardes nationaux et policiers qui ont été tués par balle. Vous avez eu, lors de l'élection de la Constituante, 21 policiers blessés par balle. Vous avez 4 personnes qui ont été lynchées et brûlées vives. Enfin, j'ai une liste là, hein, je ne vais pas vous la sortir. Bon. Donc, effectivement, lorsque Leopoldo López est emprisonné, jugé et emprisonné pour les Guarimbas de 2014... les manifestations. Ouais. Alors, on peut le contester, mais on peut aussi comprendre que dans un état de droit, quelqu'un qui appelle à des manifestations qui font autant de victimes, et ça pourrait être le cas en ce moment, plus avoir affaire à la justice. Rappelons simplement ce qui s'est passé en France au moment de la loi El Khomri. Je veux dire, il y a eu des arrestations. Alors, il n'y en a pas eu 600, encore que j'en sais rien, je n'ai pas regardé. Hein, mais je veux dire, lorsque les gens sont récupérés le soir des manifestations et embarqués dans un poste de police, on ne parle pas de prisonniers politiques. Bon. Ensuite, il y a eu un problème. Effectivement, là, il y a une critique très légitime à faire, c'est qu'un certain nombre de ces manifestants ont été jugés par les tribunaux militaires. Donc ça, dans un état de droit, c'est pas acceptable. Ça vient d'être modifié il y a 2 jours, ou il y a 1 jour, je ne sais plus, par l'Assemblée nationale constituante qui a demandé qu'ils reviennent dans des jugements civils.
Merci Maurice Lemoine d'avoir été avec nous et aussi pour cette analyse différente sur la crise au Venezuela. Merci.